Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la population est contente d'Hitler suite à la nuit des longs couteaux et que le putsch nazi en Autriche a complètement échoué. Et nous allons reprendre là. Le 1er août, le président Hindenburg étant à l'agonie, Hitler fait promulguer la loi sur le dirigeant suprême du Reich allemand. Article 1er. La fonction de président du Reich est réunie à celle du chancelier du Reich. En conséquence, les pouvoirs exercés jusqu'ici par le président du Reich passent au Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler. Il désigne son suppléant. Article 2. Cette loi entrera en vigueur à partir du décès du président du Reich, von Hindenburg. Le 1er août également, le samedi est introduit comme jour de congé scolaire pour les membres de la jeunesse hitlérienne, pour que justement ils puissent vaquer à leurs occupations de jeunesse hitlérienne. Comme dit précédemment, les jours de repos en Allemagne à cette époque, c'est le mardi et le dimanche, le samedi étant un jour d'école. Pour information, en France, à cette époque, les jours de repos sont les jeudis et dimanches. Le 2 août, mort du président du Reich, Paul von Hindenburg, à 86 ans. Hitler devient chef de l'État, les membres du gouvernement prêtent serment au nouveau président. De même, la Reichswehr devra désormais prêter serment non plus à la Constitution, mais à la personne même d'Hitler. Le jour même, Hitler adresse une lettre au ministre de l'Intérieur. 1. La grandeur du président décédé a donné une valeur incomparable au titre de président du Reich. Ce titre, d'après les sentiments de nous tous, est inséparablement attaché au nom du grand mort. Ainsi, je vous prie de prendre soin que je sois appelé, comme jusqu'ici, Führer et chancelier du Reich. Cette réglementation est valable pour l'avenir. 2. Le cabinet a décidé d'une façon valable, d'après le droit constitutionnel, de confier à ma personne, donc à la fonction de chancelier du Reich, les fonctions de l'ancien président du Reich. Mais je veux que ce fait soit expressément sanctionné par le peuple allemand, fermement convaincu que chaque pouvoir d'État doit émaner du peuple et doit être confirmé par lui moyennant une élection libre et secrète. Je vous prie de soumettre sans retard la décision du cabinet et les compléments qui pourraient s'imposer au libre vote du peuple allemand. Le référendum en question est prévu pour le 19 août. Donc là, Hitler joue la transparence, il veut que ce soit le peuple qui décide si il peut avoir les deux postes ou non. Pour ce qui est de la mort de Hindenburg, certaines personnes pensent que les nazis ont un peu abrégé la vie d'Hindenburg, mais il était déjà très malade et tout le monde savait qu'il était proche de la fin. Donc pourquoi accélérer quelque chose qui doit arriver dans très peu de temps? Hindenburg laisse un testament où il est content du chancelier Adolf Hitler et de son mouvement pour avoir unifié l'Allemagne. Beaucoup d'historiens disent que son testament est faux, ou du moins la dernière partie. Ce qui peut être possible parce que les nazis ont tout fait pour que le testament d'Hindenburg ne soit pas visible. Et d'autres historiens se disent que le testament est vrai, mais c'est le fils de Hindenburg, pro-nazi, qui a insisté lourdement sur son père pour qu'il puisse faire ce genre de testament. Mais malheureusement, nous ne savons pas laquelle des histoires est vraie. Est-ce que Hindenburg a vraiment fait son testament de lui-même? Est-ce que son fils l'a poussé dans une certaine direction? Ou est-ce que les nazis ont complètement falsifié le testament? Pour information, le deuil en Allemagne pour Hindenburg est de 14 jours,
sauf pour le 2e, 9e et 16e régiment d'infanterie, où le deuil est porté à 4 semaines. Jusqu'au jour des funérailles, tous les pavillons seront en berne, tous les bâtiments de la marine de guerre devront tirer à 8 heures une salve de 21 coups de canon. Alors pourquoi 8 heures, ça je n'ai pas trouvé, parce que Hindenburg est mort à 9 heures du matin, donc cela n'a pas de relation avec sa mort. Et les 21 coups de canon, c'est une tradition dans la marine. Le jour même, Rudolf Hess parle d'Hindenburg à la radio. Pour information, Hindenburg est décédé le matin et Rudolf Hess parle en début d'après-midi. Il dit « Il fut le symbole d'une période glorieuse de l'histoire allemande. Hindenburg est pour nous le vainqueur de Tannenberg, le général feld-maréchal de la Grande Guerre. Nous autres, nationaux socialistes, lui gardons notre reconnaissance éternelle pour avoir appelé le Führer à diriger les destinées du peuple allemand. À doter de ce jour commence l'histoire de la nouvelle Allemagne. L'héritage vivant du maréchal, c'est le Führer Adolf Hitler. Nous nous raidissons et nous voulons mener de nouveaux combats pour l'avenir du peuple allemand. » Le 3 août, le gouvernement confie officiellement le poste du président du Reich à Hitler sous réserve d'un plébiscite populaire. 5 août, dans une interview au Daily Mail, Hitler exclut une guerre contre la Grande-Bretagne comme un crime contre sa propre race. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Hitler est vraiment pro-anglais et il rêve d'une alliance anglo-allemande. Pour lui, les Anglais ont des origines allemandes et leurs ancêtres ont pris la mer pour la Grande-Bretagne. Le 7 août, funérailles nationales du président Hindenburg au mémorial de Tannenberg, organisé par Albert Speer. Pour information, le mémorial de Tannenberg, c'est une victoire de l'Allemagne sur les Russes sous commandement d'Hindenburg. Le 10 août, décret sur l'affectation de la main-d'œuvre. Comme déjà dit dans des vidéos précédentes, les chômeurs doivent aller là où il y a du travail pour éviter justement de rester au chômage trop longtemps et pour éviter de manquer de main-d'œuvre dans certaines catégories de travail. Le 18 août, dans un discours radiodiffusé, Oskar von Hindenburg, fils du président Hindenburg, approuve la concentration des pouvoirs entre les mains de Hitler et affirme que son père l'avait adoubé comme son successeur lors de leur dernière entrevue à Neudeck. Donc là, c'est un gros coup de propagande parce que les gens qui sont indécis, à savoir si Hitler peut avoir les deux rôles, de président et de chancelier, d'un coup se disent que si le fils d'Hindenburg est pour et que son père l'était aussi, pourquoi pas prendre cette décision. Le 19 août, référendum pour savoir si Hitler peut cumuler les deux fonctions. La question est, Allemands et Allemandes, approuvez-vous les dispositions prévues par cette loi? Les inscrits pour ce vote sont du nombre de 45 968 753 personnes et le nombre de votants 43 438 378, soit à peu près 95 à 96% de personnes votantes. Bon, j'annonce les chiffres officiels, mais à quelques 500 ou 1000 personnes près, ça peut changer. Les nuls sont de 871 056, exprimés 42 567 322. Les oui l'emportent avec 38 279 514 voix, soit 89% de oui contre 4 287 808 non, soit à peu près 10% de non. Et d'après les informations, il n'y a pas eu de fraude. Il semblerait que les Allemands étaient pour que Hitler cumule les deux postes. Le 20 août, la propagande proclame la fusion mystique du Führer avec l'Allemagne. Alfred Rosenberg dira «
L'Allemagne, c'est Adolf Hitler, et Adolf Hitler, c'est l'Allemagne. Cube dira Adolf Hitler est une personnalité géniale et universelle. Il n'est pas de domaine de l'activité humaine qu'il ne domine souverainement. Rudolf Hess dira il conduit le peuple allemand sans se soucier des influences terrestres. Chacun sait qu'il a toujours eu raison et qu'il aura toujours raison. Le 24 août, Hitler publie ses 10 commandements sur la pureté corporelle au moment du choix d'un mari ou d'une épouse. Je ne développe pas ces 10 commandements parce que je n'ai pas vraiment trouvé de source officielle. Je n'ai que des informations par-ci par-là et c'est un peu douteux. Donc c'est pour cela que je ne développe pas les 10 commandements. Le 26 août, Hitler déclare que la seule question territoriale entre la France et l'Allemagne est le cas de la Sarre, sous administration française. Pour information, pour Hitler, l'Alsace et la Lorraine appartiennent à la France et pour lui c'est logique, donc il n'y a vraiment plus de soucis de ce côté-là. Pour ce mois d'août 1934, Goebbels nous dit, forcément il va revenir sur la mort d'Hindenburg, mardi, le soir chez le Führer, souci angoissant, S s'emporte contre Frick, je vais maintenant me rapprocher de l'organisation politique. Entièrement d'accord avec S. Rentrer tard à la maison, très fatigué, attendre, toujours attendre. Mercredi, le Führer est parti tôt pour Neudeck. Je prépare d'avance les funérailles. J'ai mis au point avec Frick le décret fixant à 14 jours la période de deuil officielle. Nouvelle grave en provenance de Neudeck. Attendu toute l'après-midi. Le Führer appelle. Il a trouvé le vieux monsieur encore vivant. Il l'a brièvement reconnu, lui a exprimé son affection et sa reconnaissance. Puis, il a déliré sur le Kaiser. Dans l'honneur et la soumission, le brave vieux monsieur. À 9h du soir, conseil de cabinet, loi. Le Führer, le chancelier et le président du Reich sont une seule et même personne. Les fonctions du président du Reich sont transférées au chancelier. 3 heures après la mort de Hindenburg, la Reichswehr prêtera serment à Hitler. Un long moment encore chez le Führer. Il raconte sa visite à Neudeck. Émouvant. Göring et Hess sont là. Nous avons tout mis au point. Puis, de nouveau l'attente. Jeudi. Hindenburg mort à 9h ce matin. Une place est devenue vacante, qui ne sera plus jamais remplie. Grand vieux monsieur. Il a trouvé la paix maintenant lui aussi. Atmosphère de solitude autour de nous. J'annonce la nouvelle sur tous les émetteurs à 9h45. Les programmes sont interrompus pendant une demi-heure. Ensuite, proclamation des nouvelles lois. Toute la ville est couverte de drapeaux en berne. Entretien avec le chef au sujet des funérailles. Nous avons fixé les détails. Provisoirement, le mémorial de Tannenberg. Par la suite, jeudi, le soir, séance funèbre du conseil de cabinet. L'émotion est générale. Lettre de Hitler à Frick pour demander un plébiscite. Il aura lieu le 19. Pour moi, cela représente une montagne de travail. Mais c'est bien ainsi. Rester un long moment encore chez le Führer. Délibération sur l'amnistie. Mais prudence, ne pas aller trop loin. Vendredi. Entretien avec le chef sur les funérailles. Tout est clair. Finalement, cela se passera au mémorial de Tannenberg. Le testament ne sera pas publié. Défaite de Papen. La Reichswehr a prêté serment. La presse étrangère reste sans voix. La mise en scène était bonne. Par la suite, juste avant les élections, la campagne électorale bat son plein. Un vrai feu roulant. Bonne mise en scène. Ça marche comme sur des roulettes. Quel agréable sentiment que de diriger cette énorme machine. Par la suite, chancellerie du Reich. Le Führer est heureux de me voir. Il est très satisfait de la campagne électorale. Il loue particulièrement mon discours de lundi. Départ pour Hambourg. Accueil fantastique. Cortège triomphal jusqu'à l'hôtel de ville pour le Führer. Des centaines de milliers de personnes. Réception officielle à l'hôtel de ville. Kaufmann et Krogman prennent la parole. Le public délire. Donc je précise pas, mais quand ils sont en Hambourg avec Hitler, ils visitent des bateaux et des chantiers de construction. Donc ils rencontrent énormément d'ouvriers.
Par la suite, il retourne à l'hôtel de ville. Trajet féerique jusqu'à l'hôtel de ville. Le Führer parle pendant 1h30. Un de ses meilleurs discours, émouvant jusqu'aux larmes. Il est tout pâle, près de s'évanouir, à cause des senteurs de feuilles de chêne pourries. Je me tiens prêt à bondir pour poursuivre la lecture s'il me fait signe. Mais il tient bon, avec une énergie de fer. Un homme prodigieux, ouragan d'applaudissements. Nous avons déjà remporté le plébiscite. Presse fabuleuse, nous l'avons bien mérité. Petite pause, pauvre Führer, il est si pâle. Discours depuis le balcon, devant une foule innombrable, qui s'étale à perte de vue. Un César, mais aussi l'homme du peuple. Pour information, j'en avais déjà parlé dans mon hors-série sur Hitler et les meetings. Hitler, après ses discours, il est, comme la Goebbels le dit, il est tout pâle et il est prêt à s'évanouir. Donc à chaque fois qu'il quitte des grands meetings, donc je ne parle pas quand il parle dans une salle, par exemple, assez petite, mais quand il fait des grands meetings devant des milliers, des centaines de milliers de personnes, il parle pendant 1h30, 2 heures. Donc c'est comme maintenant, aujourd'hui, une star de chanson, par exemple, il se donne à fond, donc sa voix, elle prend aussi un coup, et dès qu'il quitte la scène, il est en mode prêt à tomber dans les pommes. Il est généralement recouvert d'un manteau. Il essaye d'aller près d'une source de chaleur, donc une cheminée par exemple, et là, c'est une des rares fois où il peut boire de l'alcool. Il boit une espèce de cognac pour se remonter. Mais cela prend plusieurs heures pour qu'il puisse se remettre en état. Pour en revenir à l'histoire de Goebbels, il nous dit qu'il passe la soirée avec des officiers de la marine. Et que le matin, c'est encore une matinée grandiose avant qu'il ne quitte Hambourg pour Berlin. Le jour des élections, Goebbels nous dit qu'il part voter très tôt le matin et qu'il passe l'après-midi chez le Führer. Examiner tous les sujets possibles. Puis Papen, la question autrichienne. Ça va très mal là-bas. Nous devons nous attendre à ce que cela dure longtemps. Je décide avec lui un projet d'accord sur la presse et la radio. Premier résultat, ils sont très mauvais. Puis, ils s'améliorent. Finalement, plus de 38 millions de voix pour le Führer. J'en attendais davantage. Les catholiques se sont abstenus. Le Führer est lui aussi d'avis qu'il faut mettre un terme à toutes ces foutaises intellectuelles. À part cela, c'est la joie pure de la victoire. Alors là également, nous avons peut-être une des preuves comme quoi il n'y a pas eu de traficotage dans les voix de l'élection, parce que Goebbels revient dessus en disant que c'est un semi-échec, parce qu'il s'attendait à plus de voix, et il dit que les votes sur Berlin sont catastrophiques, que les résultats sont très mauvais pour la ville de Berlin. Et il dit que c'est en partie à cause d'eux. Par la suite, il dit « À midi, chez le Führer, il y a beaucoup de monde. Nous avons débattu des raisons de notre semi-échec. Chacun les cherche là où on ne peut pas les trouver. En tout état de cause, il faut mettre un terme à la querelle confessionnelle. Parler et aller au peuple plus souvent. Éliminer radicalement la corruption. Manifester plus de fermeté contre les ennemis de l'État. Un camp de concentration n'est pas un colombier. » Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.